Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 115. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je suis en train de me remettre encore de plusieurs semaines, j'ai l'impression, de ce qui a été une fatigue quand même intense, initiée par un temps des fêtes covidien et par d'autres événements personnels qui m'ont littéralement drainé toute mon énergie en ce début d'année. Mais je me remets petit à petit de tout ça et à travers tout ça, naturellement, je me rappelle d'être très douce et bienveillante envers moi-même. Moi qui suis une ancienne... comment qu'on pourrait appeler ça? Quelqu'un qui était très axé productivité, très axé résultat, et ces moments-là où il y a des moments de pause ou de ralentissement, ça m'a toujours mis un petit peu à l'envers. Donc, c'est un grand apprentissage pour moi, toujours quand je suis dans ces périodes-là. Même si c'est pas comme si c'était une surprise, hein, pour moi, le mois de janvier, la dépression saisonnière, tout ça, c'est des choses réelles à travers lesquelles je me mets des notes mentales de réfléchir à ça, puis de vraiment essayer de accommoder mon horaire et ce que je demande à mon corps et à mon énergie par rapport à ça. Mais n'empêche, voilà le petit update sur moi. Alors aujourd'hui, on a un épisode très intéressant, très important aussi, parce qu'on va parler d'un sujet qui peut avoir l'air tragique, qui peut avoir l'air difficile et intense, mais que vous allez voir au fur et à mesure de la conversation que j'ai avec mon invité, il y a beaucoup d'angles d'approche pour en parler et j'ai parlé naturellement du sujet de la violence conjugale et j'ai envie de dire que oui, on va parler de violence conjugale, mais avant tout, on va parler de comment le fait d'apprendre à en parler a permis à mon invité de recodifier son expérience avec ces événements traumatiques qu'elle a vécus et comment elle a réussi à s'approprier ce trauma pour en faire quelque chose de constructif et pour en faire quelque chose qui a redonné et qui redonne encore et qui ne fait que commencer à redonner à la société, aux autres femmes, aux autres personnes qui ont vécu ce genre ou qui vivront ce genre d'événements dans leur vie. Alors, mon invitée aujourd'hui s'appelle Selena Fortier. Selena est activiste et conférencière et elle aborde la violence conjugale avec bienveillance, respect, humour et une grande dose d'autodérision. Puis je trouve ça super intéressant comme approche parce que justement, quand on pense à violence conjugale, hein, on imagine les fameuses publicités qu'on voit à la télé ou sur les réseaux sociaux où c'est des images, et là je pèse mes mots, hein, des images coup de poing, des images où on ressent la détresse aussi qui accompagne ce genre d'événements-là, d'événements traumatiques, de relations traumatiques. Et ce que j'adore avec Selena, c'est que elle décide de changer le ton autour de la conversation et donc d'utiliser justement humour, l'autodérision, mais aussi énormément de bienveillance et de transparence, de vulnérabilité. Donc, elle s'inspire de son baccalauréat en psychologie, de ses années travaillées comme intervenante psychosociale, de la relation de violence conjugale qu'elle a vécue, ainsi que de ses cours du soir qu'elle a suivis à l'École nationale de l'humour pour créer justement ces expériences de réflexion qu'elle appelle des shows-férences, hein, comme le mot valise qui est un show
show, un spectacle et Férence pour conférence. Et j'ai eu la chance de la voir de voir sa show Férence en rodage il y a quelques semaines, et j'ai trouvé ça absolument touchant, magnifique, intelligent et drôle, et j'avais super hâte de recevoir Selena pour en parler. Et autre chose aussi que je pense qui est intéressant à mentionner, c'est que je connais, Selena et moi, on se connaît depuis quelques années maintenant parce qu'elle a une place très, très spéciale dans mon cœur. Elle a été ma première ever cliente en coaching, et à ce moment-là, quand on s'est rencontrés sur les internets, elle travaillait sur un autre projet, on travaillait sur comment travailler sur la visibilité de ce projet-là, mais naturellement, à travers la relation qui s'est créée, j'ai réussi à la voir évoluer, et elle aussi, parallèlement, elle m'a vu évoluer à travers mon entreprise, à travers Aime ta marque et à travers l'impact que moi aussi je voulais avoir auprès des femmes. Fait qu'on a cette histoire-là qui nous rejoint et qui fait que je suis tellement honorée de la voir déployer son talent puis son potentiel, parce que justement, il y a tellement de points que je peux lier ensemble à travers ce que moi je connais de sa... Tu sais, j'ai juste une toute petite vision de sa vie puis de son expérience, mais elle la livre avec tellement de candeur et de vulnérabilité. J'ai toujours eu énormément de respect pour le genre de personne et de travail qu'elle a toujours voulu mettre de l'avant comme ça, peu importe à travers les projets qu'elle pilotait. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec l'entrevue qu'on a enregistrée avec Selena. Et ce que je trouve intéressant aussi à noter dans l'entrevue, puis ça c'est vraiment au niveau méta, et ça c'est moi comme ancienne littéraire là, qui aimait beaucoup analyser les discours, c'est de voir comment Selena décide de parler de la violence conjugale et comment elle essaye de changer les codes autour, puis pas nécessairement de changer, mais de donner une autre perspective, de donner un autre vocabulaire parfois même pour parler de cette réalité qu'elle a vécue de premier plan, et aussi qu'elle aide aujourd'hui à démystifier et à pas vulgariser, mais plus démocratiser, puis là je dis démocratiser dans le sens que ce ne soit plus quelque chose qui est perçu comme quelque chose qu'on discute dans l'ombre ou quelque chose qu'on discute dans ces espèces de cercles super tragiques. Il y a une place pour tout naturellement. On dit pas ici qu'il faut pas parler avec beaucoup de déférence de ce sujet-là, mais quand vous allez écouter l'entrevue, vous allez comprendre quelle est la vision de Selena puis la place qu'elle prend aussi dans cette discussion. Donc voilà, je vous laisse sur notre entrevue et je vous dis à très bientôt. Salut Selena, bienvenue sur l'Ambition féminin. Comment tu vas aujourd'hui? Allô Tatiana, ça va super bien et toi? Ça va. Je suis super contente de t'avoir sur l'émission. En fait, je suis toujours contente d'avoir mes invités parce que, tu sais, il y a une réflexion qui est faite autour de qui j'invite sur ce podcast. Puis, ça faisait un bout que je me disais que je voulais tendre la perche vers toi pour qu'on ait une conversation ensemble, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît d'un point de vue professionnel / privé. Puis là, voilà, j'avais hâte que les gens découvrent un peu plus ton histoire à toi aussi. Ah je suis super contente d'être ici. Good. Je commence toujours avec une petite question brise-glace. Puis la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec le mot ambition? J'aime beaucoup le mot ambition. Je trouve que ça émane tellement de force, puis de créativité, puis un certain sentiment de se dépasser. Puis justement, j'étais sur scène cette semaine, puis j'ai vraiment dû faire un effort pour surpasser ma timidité. Et là, je sens que le mot ambition me guide beaucoup. Ah, j'adore! Puis justement, bon, toi, tu nous dis que tu étais sur scène, puis là, c'est sûr, il y a eu une petite introduction où j'ai mis la table, je t'ai présenté, j'ai dit pourquoi je t'avais invité, mais j'aimerais ça l'entendre de tes mots et avec ta voix, dans le fond. Comment tu aimes te décrire en date d'aujourd'hui? Puis,
j'ai mis en date d'aujourd'hui parce que je pense on change tout le temps. On a toujours des nouvelles petites facettes de nous qui émergent de temps en temps dans notre vie. Fait que, tu sais, je me dis, aujourd'hui, Selena, comment tu la décris? En ce moment, je dirais que je suis activiste et conférencière. Puis, quand tu mentionnes que il y a un changement dans comment on se voit, ben là, je dirais que depuis peu, je me décris comme humoriste de la relève. Donc, je suis sur le bord là, d'être dans la relève. T'es la relève de la relève, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est parce que c'est tout nouveau que je fais du stand-up. Puis, donc, c'est à venir là, pour la suite. Ben, parle-nous donc de ça. Comment c'est arrivé le stand-up dans ta vie? Parce que je t'avoue que quand on avait travaillé ensemble, j'étais comme jamais dans mon imaginaire, je me serais dit « Oh, Selena va faire du stand-up ». Ben, en fait, tout a commencé à un cours à l'UQAM quand j'étais au baccalauréat en psychologie. Puis, il y avait le cours individu, créateur et entraînement à la créativité. Puis, pour le travail final, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, j'avais choisi de faire un stand-up de 5 minutes parce que j'avais vraiment envie de me mettre en danger, de risquer quelque chose de nouveau. Puis, j'avais tellement aimé ça. Donc, ça a comme semé une graine dans mon esprit. Puis, il y a environ 1 an, j'avais suivi 2 cours à l'École nationale de l'humour. Puis, là, après ça, les étoiles se sont alignées tellement rapidement. Il y a eu le Minifest que j'ai soumis ma candidature. Puis là, j'ai présenté un numéro d'humour de 15 minutes. J'étais trop timide pour aller dans des open mic, donc j'étais directement dans un festival d'humour. Ça ressemblait un peu à une présentation orale de l'UQAM. J'ai totalement assumé et j'ai tellement tripé que maintenant, ça vaut vraiment la peine que je surpasse toute la fébrilité et la timidité que ça peut engendrer. Wow, c'est fou, hein, parce que moi, je suis quelqu'un de timide, de nature, là. J'ai toujours été quand j'étais jeune. Là, beaucoup moins, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais l'idée de faire du stand-up ou l'idée de faire de l'impro ou l'idée d'aller sur scène puis d'attendre que les gens rient, c'est vraiment... En tout cas, je trouve que toutes les personnes qui font ça sont extrêmement courageuses parce que pour moi, c'est comme... Je figerais, honnêtement, là. Ben, quand on trippe vraiment, on dirait qu'il y a une certaine partie de la timidité qui s'en va. De mon côté, j'attends pas que les gens rient. Je passe je dis mon message, puis s'ils rient, tant mieux. Puis si il y en a qui pleurent, bon, ça arrive plus dans la chaufférence, il y a des émotions. Mais je dirais que j'accueille les réactions comme elles sont. Ouais, nice, j'aime ça. Bon, on est ici aussi pour parler de justement, tu te décris comme une activiste, puis dans le fond, ton histoire que tu transmets à travers tes shows, ta showférence, hein, j'aime ça, le mix entre c'est un show d'humour et une conférence à la fois que j'ai eu l'honneur de voir dans un rodage aussi. Fait que tu es une personne qui a vécu de la violence conjugale, hein, ça fait partie de ton message, ça fait partie de ton champ d'action aussi. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois cet épisode dans ta vie aujourd'hui, hein? Puis je remets encore l'accent sur aujourd'hui parce que je pense qu'on est vraiment dans cette conversation d'évolution aujourd'hui, là. Ouais. Comment tu le vois? Ben, en fait, la première chose qui me vient en tête quand j'y pense, c'est vraiment une période très noire. Mm-hmm. À laquelle j'essayais tellement d'aller mieux et que ça ne fonctionnait pas. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai essayé de demander de l'aide, puis j'utilise l'expression comme que ça tombait entre 2 chaises. Puis je crois que je me suis vraiment retrouvée face à moi-même. Puis c'est vraiment comme après que j'ai mis fin à la relation, que là, tranquillement, j'ai eu accès à des ressources, à des professionnels. Mais sinon, la relation en soi, c'est vraiment, là, je crois que c'est la période la plus sombre que j'ai vécue, là. Mm-hmm. J'imagine. Puis, en même temps, ça a été comme, il y a eu un point tournant. Puis, je pense que tu en parles un petit peu dans ton show, mais je pense que ça serait intéressant pour les personnes qui écoutent de savoir, pour toi, ça a été quoi le moment où tu as repris le contrôle sur ta situation, tu sais, puis que tu t'es dit, OK, là, il y a quelque chose
qui doit changer, qui va pas et que... J'aimerais te dire qu'il y a un moment en particulier, puis j'irais vendre la recette à tout le monde. Malheureusement, je dirais que c'est une accumulation de plein de petits moments. J'utilise l'image de la feuille de papier calque. Pendant 2 ans où j'ai vu une psychologue à chaque semaine, où j'ai vu une sexologue de façon un peu plus ponctuelle, c'est comme si à chaque semaine, je mettais une feuille de papier calque sur la table. Ça m'a pris 1 an et demi pour accumuler une pile qui représente un peu comme j'ai pu constater que la souffrance que j'éprouvais était un peu plus supportable. Donc, il n'y a pas eu un élément déclencheur incroyable. C'est vraiment là, tellement de travail sur soi-même. Puis le plus dur, c'est que à court terme, je le constatais pas que ça faisait du bien. C'est vraiment après 1 an et demi. Puis de façon un peu plus récente, je dirais que ma première fois, premier festival d'humour, le lendemain, j'ai vraiment senti que il y a eu quelque chose qui a opéré. Il y avait eu comme une magie. Le fait de partager mon message, de raconter mon histoire, puis de voir l'accueil des personnes, j'ai vraiment senti qu'il y a une page qui s'est tournée. Vraiment le verbaliser, puis avoir le pouvoir sur comment t'allais l'exprimer à quelque part. Hein? Je sais pas si c'est ça que j'entends. Oui, et j'ajouterais aussi le fait de se sentir accueillie, comprise, puis le regard des autres de comme... On dirait que ça m'a vraiment apporté quelque chose. Malgré la timidité, malgré la peur. Est-ce que avant de monter sur scène, t'as l'impression que... Tu sais, comme par exemple que t'aurais vécu du jugement ou là, t'étais vraiment prête, peu importe ce que t'allais vivre, à transmettre ton message? Le jugement, c'est quelque chose que je laisse de côté. Au point où j'en suis, je raconte mon histoire. S'il y a des personnes que ça rejoint moins, je respecte ça à 100%. Puis, jusqu'à maintenant, la rétroaction que j'ai reçue, j'ai l'impression vraiment de mettre le doigt sur quelque chose, d'ouvrir la boîte de Pandore, que la façon que je raconte, je sens que ça vient chercher les gens, ça vient les toucher à leur propre histoire. Oui, puis ce que je trouve aussi... qu'on entend aussi quand j'ai vu ta chaufférence, c'est que c'était tellement insidieux que ce type de violence conjugale qui s'installe petit à petit dans un couple, que des fois j'ai l'impression, puis encore une fois, n'étant pas quelqu'un qui en a vécu, tu sais, je suis juste dans ce que je comprends, fait que tu sais, à toi de me dire si je suis dans le champ complètement, mais qu'il y a une phase aussi où est-ce que tu dois te dire, OK, mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe ou est-ce que c'est pas ça qui se passe? Parce que je sais pas si pour toi, il y en avait dans ton entourage puis que tu avais été témoin déjà de ça ou si c'était ton premier contact avec ce que ça pouvait vraiment être de la violence conjugale. Je dirais que c'est mon premier contact où c'était aussi intense parce que j'avais déjà vécu d'autres relations dans le passé où il y avait des aspects très préoccupants, sauf que ça n'a jamais été aussi intense qu'avec lui. Puis, je me rappelle à quel point j'étais persuadée que c'était l'homme de ma vie. Puis, ça a toujours été fait avec beaucoup de conscience dans mes réflexions, au sens que quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment pris le temps de le connaître. Puis, ça a commencé doucement. Au début, c'était plus amical. Ça a quand même pris un certain nombre de mois avant qu'il y ait des rapprochements. Puis, au début, je comprenais juste pas ce qui se passait. Je sais qu'il y avait des choses que j'étais surprise de ses comportements. Puis, en même temps, c'est comme un début de relation, là. C'est excitant, il y a des beaux moments, il y a de la complicité. Puis, par la suite, quand ça s'est installé sournoisement, je comprenais pas ce qui se passait. Puis, au moment où j'ai vraiment été plus en compréhension des situations, c'est comme si, là, je me suis dit, j'ai espoir que ça change. Et là, je veux quand même mettre en lumière l'espèce d'idée préconçue. La personne veut tellement le changer.
de mon côté, comment je le vois, c'est que j'ai jamais voulu le changer. J'aspirais à une belle relation de couple avec lui, c'est simplement ça. Puis au moment où je me suis dit comme faut que je parte, à un certain point, j'étais juste incapable de partir parce que je l'aimais tellement, puis il me faisait tellement triper, puis il y a toujours des moments entrecoupés de belles choses, puis j'ai le sentiment des fois que ça s'améliore ou il prend des décisions qui témoignent de sa bonne foi ou de ma perception, puis après, ça l'empire. C'est vraiment une torture mentale. Hein. Ouais. Ouais, ou est-ce que là, toute la mécanique où tu commences à douter de toi, puis de savoir qu'est-ce qui est acceptable ou non, puis que là, genre, tous tes repères aussi commencent à... Même si rationnellement, t'es comme, OK, il y a ça qui se passe, mais émotionnellement, il y a d'autres choses qui se passent. Fait que j'imagine que c'est là que ça devient aussi super compliqué. Oui, exactement. Au niveau de la disponibilité psychologique, pour avoir un regard clair sur les circonstances, c'est vraiment difficile. Mm-hmm. Et fait que là, aujourd'hui, c'est ça, tu es une activiste, tu es une humoriste de la relève. Et à quelque part, tu sais, ces deux rôles-là que tu as pris sont très ancrés justement dans le message, dans les mots, dans le changement aussi des visions sur cette réalité-là. Et ce que je trouve fascinant avec la façon dont tu communiques autour de la violence conjugale, c'est que tu as décidé de prendre un angle très positif, hein, très positif. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça, positif, ou du moins... Je dirais axé sur les solutions. En même temps, je suis très lucide que il y a c'est très grave ce qui se passe, qu'il y a des féminicides, qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire au niveau des lois. Cela dit, pour l'angle que je souhaite partager mon message, parce que je trouve ça important qu'il y ait différents angles pour que les personnes se reconnaissent dans différentes personnes. Pour ma part, j'ai choisi d'adopter une direction qui est dynamique, qui est axée sur la solution, qui va émaner une forme de joie de vivre, parce que c'est avant tout un message d'espoir que je partage, que j'ai réussi à quitter le cycle de violence conjugale, à me créer une vie heureuse. Ça reste que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, puis je me montre vraiment vulnérable devant les gens parce que tout ce qui est dit dans ma chaufférence, dans comment je partage mon message, tout est vrai à 100%. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, puis c'est ça, je voulais justement... Ce que je ressens vraiment aussi beaucoup, c'est que pour toi, ce partage de message, puis tu nous l'as dit en début d'entrevue, il y avait un lien direct avec ton épanouissement personnel puis ton processus de guérison autour des traumatismes que tu as vécus, sachant que ils ont pas disparu de ta psyché, ils doivent encore avoir des effets ou des symptômes que tu travailles encore ou que tu ressens encore de ça, mais il y a eu quelque chose dans ton processus à toi de guérison qui venait avec de trouver cette histoire que tu étais capable de venir raconter, n'est-ce pas? Oui, je sens que de partager la relation de violence conjugale que j'ai vécue, c'est comme si toute la souffrance que j'ai ressentie pendant aussi longtemps, c'est comme si ça n'aura pas été vécu en vain. J'ai pas d'autre mot que ça. J'y trouve une forme d'utilité, puis aussi une façon de laisser aller toute la colère et la tristesse. C'est comme une forme de libération qui me procure tellement de joie de vivre. Puis je trouve ça vraiment précieux justement de ressentir ce côté allégé après avoir passé autant d'années dans la souffrance de la relation de violence conjugale que j'ai vécue. Mm-hmm. Ouais, puis je voyais beaucoup ça aussi dans... tu sais, parce que à quelque part, ce que je trouve aussi intéressant dans la façon dont ta chaufférence, elle est montée, c'est que, justement, tu sais, il y a des moments pour le public, puis on s'en était un petit peu parlé récemment aussi,
y a des moments où le public, des fois, veut pas nécessairement vivre des... Tu sais, comme, tout le monde sait que les féminicides, c'est absolument horrible. Tout le monde, tu sais, comme, personne serait genre comme, ah, c'est la vie ou quelque chose de même, tu sais. Mais de vraiment rentrer dans une empathie autour de ce que ces personnes-là vivent, qui vivent de la violence conjugale ou des choses comme ça, c'est là que ça devient difficile quand on est tout le temps en train de mettre l'accent sur tout ce qui est noir et tragique, puis d'être capable d'avoir des moments genre où est-ce qu'on dit « OK, mais il y a certains types d'espoir si on est capable, genre, d'agir au bon moment, si on a les bonnes ressources, si on est capable de j'imagine, d'être supporté aussi à travers ça. » Fait que, tu sais, il y a, comme tu dis, hein, c'est pas toujours noir ou blanc, il faut ajouter de la nuance, puis je pense que c'est ça que t'es venu faire, ajouter de la nuance. Oui, puis ce qui me vient en tête avec ce que tu partages, qui me touche beaucoup, c'est durant la chaufférence, il y a des segments où il y a des enregistrements audio, des messages textes qu'il m'a envoyés. Naturellement, c'est pas lui qui interprète son propre rôle. Il y a une voix d'emprunt. Je l'ai pas appelé juste pour qu'il vienne faire les enregistrements, on s'entend. Puis les enregistrements, ils sont extrêmement poignants, bouleversants. On entend vraiment toute la manipulation, les insultes, les mots qu'ils utilisent. Puis c'est des retours que j'ai du public fréquemment, que c'est des moments plus difficiles dans la représentation. Puis ils sont d'accord que c'est utile, mais ça reste qu'il y a un côté plus difficile à entendre. Ouais, puis je pense même à des publicités comme des fois on envoie des publicités où est-ce que c'est des publicités chocs où on voit bon ben c'est du maquillage souvent ou tu sais c'est des scènes vraiment tu sais qui portent en elles énormément de violence puis tu sais des fois on se sent nous-mêmes agressés par ce genre de messages-là qui sont un peu mis dans notre face sans notre consentement. Oui. Puis je pense que, tu sais, de comprendre aussi comment c'est pas parce que les gens veulent pas être empathiques, mais vraiment parce qu'ils sont juste pas capables d'aller là. Tu sais, là, c'est là que ça devient utile aussi de travailler au niveau, genre, des messages puis des mots, puis de la conscience que toi, tu mets aussi dans la façon dont tu vas en parler pour pas créer plus de clivage hein, entre les gens qui considèrent que ça ne les affecte pas et que ça c'est genre ça arrive seulement à une certaine partie de la population et ce n'est pas nous. Et que même, j'imagine qu'en tant que personne qui pourrait vivre de la violence conjugale, le fait de se distancier comme ça puis de dire « Ah non, ça peut pas m'arriver à moi », ça peut avoir des effets négatifs aussi ou dangereux pour cette même personne-là. Hein. Oui, ben c'est pour ça que je crois que le titre de ma chaufférence porte bien son nom, « Sublimer le drame par l'humour », parce que j'ai envie qu'on aborde les vraies choses, dans le sens que je raconte précisément ce que j'ai vécu. Et c'est toujours bien englobé, bien expliqué, en ajoutant une forme de légèreté, de segments humoristiques à certains moments, parce que au final, je raconte mon histoire d'amour. Ça reste que, en fait, c'était pas une histoire d'amour, c'était de la violence conjugale. Sauf que comment je l'ai vécu, ben moi je l'aimais vraiment. Puis c'est pour ça que j'ai envie de présenter la violence conjugale entre guillemets en inversant l'équation, que souvent dans les médias, on voit le résultat comme le féminicide ou la violence physique. Puis pour se reconnaître, moi j'aurais eu besoin qu'on parle avant tout de l'histoire d'amour. Puis l'homme que j'ai rencontré, il me faisait tellement triper, il était ultra travaillant, on avait des projets, on faisait plein d'activités, puis entrecoupé à ça, il y a eu plusieurs formes de violence conjugale, violence psychologique principalement, économique à certains moments, sexuelle, sociale, verbale, puis quelquefois physique. Donc, je crois que l'angle que j'utilise
peut venir interpeller des personnes qui ne se sentiraient pas nécessairement interpellées par langue choisie par d'autres plateformes. Mm-hmm. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, tu sais, je pense que ça nous mène aussi à cette conversation-là aussi de dire, tu sais, toi, t'es allé à l'université, t'es une personne sensible, tu sais, t'es censé, entre guillemets, là, pas que genre... Mais je pense qu'il y a des stéréotypes aussi autour des personnes qui vivent de la violence conjugale. Je sais pas, est-ce que tu veux peut-être en souligner quelques-uns, genre, pour qu'on voit aussi à quel point... Tu sais, encore une fois, on dit pas parce que le message a été mal passé, mais c'est juste que quand le message est toujours passé de la même façon, ben là, on génère des images mentales dans la société puis dans le collectif qui dit « Ah, victime de violence conjugale égale un œil au beurre noir » ou tu sais, des choses comme ça. Ben, un stéréotype qui me vient en tête, c'est vraiment, exemple, une personne qui partage son témoignage qu'elle a survécu la violence conjugale. Puis une autre personne lui répond « Ah, je suis surprise que tu aies vécu ça, une personne forte comme toi. » Fait que je trouve qu'on a souvent il y a certaines personnes qui ont le stéréotype de voir les personnes qui vivent la violence conjugale comme faibles psychologiquement. Puis ça me... À chaque fois, je me dis... Ça prend tellement d'énergie puis de force mentale de vivre la violence conjugale. Et comment je l'explique pour ma part, c'est que j'étais dans une relation de violence conjugale. Pendant que j'étais aux études, je travaillais comme étant psychosocial. Il y avait le stage, il y avait le bénévolat, il y avait... puis de continuer sa vie normalement, d'exceller dans d'autres sphères, tout en ayant cette relation-là qui me détruisait, c'est une force mentale incroyable de ma perception. Puis il y a aussi le fait comme stéréotype de se laisser faire, qui accepte tout, le côté naïf ou le côté comme très passif, puis... je donne comme exemple, à l'UQAM, on a le droit de négocier les plans de cours. C'est comme très spécifique à l'UQAM. Les étudiants et étudiantes peuvent le faire. Donc, moi, j'étais celle qui essayait de négocier le plan de cours en classe, puis que je voyais autour de moi qu'il y a d'autres personnes qui étaient comme « non, moi, je veux pas, mettons, me mettre là où la prof a dos, je le fais pas. » Pour ma part, j'ai toujours eu des réflexes comme ça proactifs qui démontraient ma force de caractère. Donc, je trouve que la violence conjugale, c'est un autre chapitre, OK? Ouais, c'est ça, c'est pas lié à ces... c'est ça, hein? C'est pas quelque chose qu'on amène sur nous nécessairement parce qu'on est X, Y ou Z. Ça peut arriver à tout le monde de violence conjugale. Il n'y a pas une sorte de personne en particulier. Puis ça, je crois que c'est très important de propager ce message-là. Et qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un, par exemple, une de nos amies, une cousine, quelqu'un qu'on connaît, même une collègue, hein, parce que moi, ça m'est arrivé à un moment où est-ce que j'ai reçu Je savais pas quoi faire avec ça, hein. C'était comme, est-ce que c'était un témoignage? Est-ce que c'était quelqu'un qui me parlait d'une situation de danger ou des choses comme ça? C'est quoi, selon toi, une bonne façon de supporter quelqu'un qui est en train de vouloir exprimer ce genre de choses-là à quelqu'un d'autre? Ben, la première chose, c'est de prendre le temps de l'écouter, qu'elle se sente accueillie, respectée, de la façon dont je l'ai vécu, juste que la personne ne se sente pas jugée, c'est super important. Puis, l'image que je donne, là, c'est que quand j'étais en couple avec cette personne-là, j'ai l'impression que pendant comme 2 ans, il m'a pris par les épaules puis il m'a juste brassé de même. Puis qu'après ça, j'étais juste comme perdue, confuse. Donc, le moment où je parlais de ma relation à une personne, à une amie, si la personne me disait « Ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais avec lui? Va-t'en. »
puis que la personne se fâche, ben c'est comme si elle me prend par les épaules puis elle commence à me brasser comme ce que j'ai vécu. Puis je me rappelle qu'il y a un moment où j'avais réussi à le laisser. Puis quand j'étais revenue avec lui, je l'avais raconté à une amie, puis était hors d'elle-même, vraiment. Puis moi, j'ai mis fin à cette relation-là parce que je voulais pas être en contact avec autant de colère, puis comme ça. Fait que c'est vraiment que la personne se sente accueillie. Puis après, selon l'ouverture de la personne, ça serait de voir est-ce qu'elle est réceptive à des ressources. Par exemple, il y a le test d'auto-évaluation sur le site de SOS Violence Conjugale, que c'est environ 25 questions qu'on remplit, que la personne remplit elle-même. Puis après ça, selon les résultats, tu sais, ça peut guider sa réflexion. Ou sinon, est-ce qu'elle se sent prête d'appeler à SOS Violence Conjugale? Ou ce que je dis aussi, c'est dans la période noire que je vivais, là, tu sais, on s'entend que c'est normal que de pas faire, mettons, un road trip avec la personne ou de passer une semaine à la mer, là, tu sais. Ça peut juste d'aller prendre un café avec elle, d'aller au cinéma, d'aller prendre une marche, juste de sentir qu'il y a une personne qui la supporte. Tu sais, c'est vraiment dans les petites actions, tu sais. Ouais, une présence, justement, sécuritaire. Quelqu'un qui est comme, OK, je suis là. Tu sais, il y aura pas de jugement, il y aura pas de colère quand tu viens, genre, passer du temps avec moi, puis on y va à partir de là. Oui, puis aussi que le moment, là, que... Tu sais, exemple que je racontais ce que je vivais, puis là, mon interlocuteur ou interlocutrice me répondait, ben ça se peut que ça vienne juste semer une graine dans mon esprit, puis que le résultat soit plus tard. Ouais, puis ça marche aussi avec la façon dont on parle avec des personnes qui nous racontent des expériences passées, hein, tu sais, comme... C'est... Ben, si on reçoit des histoires de dire comme « Ah, cette personne-là, elle est capable maintenant de dire qu'elle a vécu ça, mais elle s'en est sortie. » Ben, puis ça, je pense que c'est pour n'importe quelle personne qui vit des situations difficiles, hein, de pas rentrer dans la pitié ou dans des espèces de sentiments comme ça de distanciation, mais vraiment juste d'accueillir, comme tu dis, d'accueillir l'information, d'accueillir l'histoire, puis de juste s'asseoir avec, j'imagine, je sais pas. Souvent, là, ce dont j'aurais eu besoin, c'est juste de me sentir écoutée. Tu sais, pas besoin d'arriver avec une feuille de solution déjà structurée. Puis, c'est sûr que si la personne, on lui demande est-ce qu'elle se sent en sécurité là où elle est en ce moment, ou de quoi la personne a besoin en ce moment, puis la personne aussi qui reçoit les confidences peut appeler SOS Violence Conjugale pour demander des outils, des références ou comment qu'elle devrait réagir selon la situation. C'est vrai, témoins, on pense pas à faire ça. Oui, les témoins aussi peuvent aller chercher de l'aide parce que c'est aussi important de prendre soin de soi si on est le confident ou la confidente de quelqu'un. Ouais, c'est super utile que tu nous aies rappelé ça. Je veux juste qu'on parle encore un petit peu de ton show avant qu'on clôt l'entrevue. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui t'excite le plus, mettons, dans ce qu'il y a à venir pour toi au niveau de... Bon, parle-nous de ta chaufférence. OK. Ah ben là, c'est vraiment trippant. C'est une façon que j'ai trouvé de raconter à la base mon histoire d'amour avec lui. Fait qu'on commence avec une ambiance de soirée de filles. Puis là, ben, on parle de ses qualités, de tout ce que j'aime chez lui, puis de nos débuts d'histoire d'amour. Puis ensuite, ça se corse un peu. Graduellement, je raconte les comportements qui me font douter de comme
comment il est avec moi ou les détails, les regards. Puis là, tranquillement, là, on va vraiment dans le plus noir. Puis là, c'est les formes de violence avec des exemples concrets. Cela dit, les exemples sont toujours comme un exemple, un fait cocasse. Tu sais, il y a toujours comme une façon de leur virer que pour justement que la touche d'humour, j'ai travaillé tellement fort, OK, pour adresser la situation, pour dire les choses de façon crue et en même temps que ce soit agréable à recevoir, là. Tout est pensé à la virgule près pour justement choisir un angle qui va être agréable à recevoir. Puis par la suite, je raconte mon rétablissement. Comme je dis, le monde se sont mis en équipe pour m'aider. Il y a vraiment eu plusieurs professionnels. Puis finalement, ça termine par le stand-up où là, c'est vraiment comme un condensé de « c'est le temps de rire ». Là, on passe un bon moment. Puis pour vraiment finir sur une note d'espoir, je suis consciente que il y a plusieurs personnes qui ont pas eu le privilège que j'ai eu. Et là, je dis privilège parce que malheureusement, de recevoir de l'aide, de se sentir accueillie, comprise, il y a certaines personnes qui ne le reçoivent pas. Donc, je crois que j'ai vraiment envie de partager mon histoire en disant que oui, c'est possible de quitter la violence conjugale et de se créer une vie heureuse aussi, qu'il y a une vie après. Puis, le fait d'ajouter l'humour, c'est comme de l'empowerment pour moi. De voir la réaction du public, que si je réussis à parler de violence conjugale, de mon histoire, parce qu'on s'entend que quand j'utilise l'humour et l'autodérision, il est uniquement question de mon histoire. Je trouve ça fascinant. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui « Oups, est-ce que je peux rire? Est-ce que je dois pas rire? » Vous avez toujours le droit de rire. C'est bien correct. Puis, quand je reçois la rétroaction après la représentation, là, ça me fascine de voir à quel point les personnes me partagent qui ont passé par toute la gamme des émotions, puis que il y a des gens qui ont pas vécu de violence conjugale et ça les a quand même fait réfléchir dans leur relation passée et leur relation présente. Puis, à ce moment-là, je me dis, je suis très heureuse de ce que ça l'engendre comme résultat. Ouais, puis encore une fois, c'est vraiment intelligent comment c'est amené, puis c'est, tu sais, comme tu dis, tu sais, ça a été balancé vraiment de façon réfléchie. C'est comme ça que je l'ai reçu, puis en même temps, on apprend des choses, puis en même temps, c'est ça fait réfléchir, puis comme tu dis, tu sais, ça nous fait passer à travers notre propre perception de témoin, entre guillemets, parce que, tu sais, on est dans l'audience, puis on est témoin de ce qui se passe, on est témoin de ton histoire d'amour, mais on est aussi là pour apprendre de toi à quelque part, parce que t'es passé dans un chemin qui est à toi, tu sais, puis que t'as décidé de partager. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau dans ce que tu fais. Puis là, maintenant, au niveau professionnel, est-ce que pour toi, tu sais, justement, on a commencé l'entrevue avec ambition, finissons-la avec ambition. Oui. Au niveau professionnel, tu sais, c'est quoi tes ambitions avec ça? Est-ce que tu as comme un grand master plan ou tu y vas vraiment au jour le jour? Comment tu vois tes prochaines années là, autour de ça? C'est sûr que j'ai un plan. Ben là, je suis en train d'écrire mon livre. Nice. Premier livre parce que tout ce que j'ai pas dit dans la chaufférence, parce qu'on s'entend que ça dure 1h15, 1h30 environ, ben dans le fond, toutes les subtilités, les nuances de ce que j'ai vécu, je trouve ça vraiment important de le raconter dans un livre, puis d'utiliser aussi un canal qui va vraiment mettre en lumière tout l'aspect de la complexité de la relation. Tu sais, souvent dans les médias, les films, les séries, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé
en détail au quotidien, tu sais. Parce que dans ma chaufférence, tu sais, ce que je raconte pas, c'est tous les moments, exemple, que je pleurais sur le plancher de ma salle de bain parce que il était parti en colère spontanément, puis il voulait même pas me parler. J'étais juste toute seule avec moi-même, puis j'étais en détresse, puis donc tellement de moments comme ça que j'ai envie de mettre en lumière, ou le rétablissement aussi, c'est même quand je recevais de l'aide, psychologue, sexologue, médecin, il y avait tellement de moments où j'étais comme dans le désespoir je me sentais pas bien, puis je revoyais en boucle tous les moments avec lui, puis là, je les comprenais de façon plus lucide, puis ça, c'est comme si je les revivais puissance 1000. Donc, je crois que le livre va vraiment venir expliquer toutes les subtilités. Puis sinon, ben là, il y a des représentations au Bistrot Le Sainte-Cat en février et en mars. Et le 18 mars, il va avoir au Théâtre de la Ville à Longueuil, à la salle Jean-Louis Millette, ma chaufférence. Wow! Puis, oui, ça me fait vraiment triper. Puis c'est vraiment comme mon rêve qui se réalise en ce moment. Donc, je sens vraiment que les étoiles s'alignent. Puis aussi pour... dans le futur, ce que j'ai vraiment envie de continuer à mettre en lumière, c'est vraiment l'importance des témoins. Parce que la chaufférence s'adresse vraiment à tout le monde. Pas besoin d'avoir vécu une violence conjugale ou d'en vivre pour y assister. Parce que les témoins sont tellement précieux. Puis je crois qu'ils peuvent vraiment jouer un rôle définitif. Et aussi, je trouve que après avoir vécu une épreuve, ce dont je me souviens, c'est encore plus comment les gens ont réagi que de l'épreuve elle-même. Puis, une autre chose aussi qui est très importante à mes yeux de mettre en lumière, c'est la masculinité positive. Donc, j'ai quelques projets en réflexion pour de quelle façon je pourrais mettre en lumière la masculinité positive, toujours avec une touche d'humour. Puis, j'ai aussi quelques soirées d'humour dans les bars de prévues. Donc, je me mets en danger. Je fais des soirées d'humour dans les bars, mais c'est exemple, 5 minutes par-ci, par-là que je raconte quelques bribes de ma vie. Donc, si quelqu'un veut se mettre en danger, je vous suggère les cours... En danger métaphorique. Oui, c'est ça. Si vous voulez vous mettre en danger sécuritaire, je vous suggère d'explorer le stand-up humoristique. Vraiment, là, c'est fascinant. Ouais, vraiment. Wow! En tout cas, des beaux projets, beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour toi. C'est vraiment magnifique d'avoir été témoin, justement, de toute cette évolution-là aussi pendant les dernières années auprès de toi. Puis... merci beaucoup d'être venu partager une partie de tes réflexions, de ton histoire, de ta vision aussi sur ce que tu fais, sur comment ça peut changer le monde aussi. Et où tu préfères que les gens te suivent? Là, on va mettre les liens naturellement vers tes conférences qui s'en viennent, vers les prochains événements qui s'en viennent pour toi. Mais c'est quoi ta plateforme de choix si on veut rester en contact puis avoir des nouvelles? Suivez-moi sur Instagram, c'est là que les billets sont en vente, puis que vous pouvez aussi être témoin des tournages auxquels je participe, les événements, les manifestations. Donc, ben oui, joignez-vous à moi. Non, on va couper ça. Puis, j'en profite aussi pour dire aux personnes qui nous écoutent, si vous vivez de la violence conjugale, ou si vous vous posez des questions sur votre relation, j'ai envie de vous dire, faites-vous le cadeau de vous choisir en premier. Puis, au moment où vous appelez SOS violence conjugale, là, c'est correct de continuer à aimer cette personne-là. Je me souviens à quel point j'étais certaine que c'était l'homme de ma vie. Puis, au moment où je l'ai quitté, c'était un choix déchirant. Puis à ce moment-là, je l'aimais encore. Donc, c'est correct de vous choisir en premier. Peu importe l'amour que vous avez
ou les sentiments que vous partagez à l'égard de la personne. Puis, il y a tellement du beau là, qui vous attend. J'ai envie de vous donner comme une dose d'espoir et de la bienveillance à distance. J'ai vraiment envie de, justement, là, vous laisser avec une belle vague d'espoir. Puis on va mettre naturellement le numéro et le contact de SOS Violence Conjugale, si tu veux juste le dire verbalement aussi pour qu'on l'aille à l'audio. Oui, certainement. Vous pouvez appeler SOS Violence Conjugale au 1-800-363-9010 et c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez aussi aller sur le site web sosviolenceconjugale.ca. Puis si vous écoutez puis vous êtes en Europe, on n'a pas les liens, mais je suis pas mal sûre que vous avez des ressources spécifiques par rapport à ça. On va essayer d'en trouver quelques-unes puis les mettre dans les notes de l'épisode aussi. Merci Selena, merci à toi et merde pour tes prochaines représentations. Merci Tatiana. Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité. » Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aime-ta-marque.com/moneybrand. Je répète, aime-ta-marque.com/moneybrand.